Je suis heureuse d'avoir l'occasion pour parler au sujet de libre-échange, particulièrement dans le contexte de globalisation. Nous avons un contexte maintenant après la création de l'Organisation mondiale du commerce, qui est tout à fait différent qu'avant la création de l'OMC. Nous avons ici, comme toujours, les modèles pour les échanges, libre-échange, qui sont basés sur les principes d'ALENA, pas sur les principes des autres ententes qui, à mon avis, c'est plus d'avoir plus bénéfice pour l'environnement puis pour les sociétés totales. I think that as I approach this agreement, alors que j'étudie cette entente de libre-échange avec la Jordanie, je dois dire que ça soulève des questions. Mais d'abord, je voudrais expliquer comment nous en sommes arrivés là. Pourquoi cette entente avec la Jordanie? Et quels sont les intérêts du Canada? Et pas seulement en termes de biens et de commerce, parce que essentiellement, ces débats se résument aux biens et au commerce. Vous savez, le commerce... Enfin, vous savez qu'un sénateur qui avait été ministre de l'Agriculture avait dit un jour que le commerce n'est pas nouveau. Que pensez-vous que faisait Marco Polo? Donc, le commerce existe depuis toujours et personne n'est contre le commerce en soi. Mais dans le contexte de la mondialisation, on constate une nouvelle sorte de commerce. Il fut un temps où le commerce se résumait, bref, aux obstacles tarifaires, aux barrières tarifaires. Ces barrières tarifaires donc étaient ciblées et ont permis à notre économie de prendre de l'ampleur. Mais maintenant, ces barrières sont en train d'être abattues. En effet, on a décidé, la pendule, c'est un retour de la pendule où maintenant on tourne le dos à la discrimination contre des pays en faveur d'autres. C'est pourquoi la GATT a été signée, l'accord général sur les tarifs et le commerce. Donc, le commerce, en fait, c'est le commerce de biens, l'achat et la vente de biens à nos voisins. Et ce commerce, auparavant, avait été régi par le GATT. Mais ensuite, les choses ont changé du tout au tout dans les années 90. Et en effet, au terme de négociations longues de 9 ans, c'est-à-dire dans le cadre de la ronde de l'Uruguay, on a voulu remplacer le GATT par une nouvelle mouture d'un organe de réglementation du commerce. Et ce nouvel organe devait innover, car il devait inclure d'autres choses que des biens. Il inclurait désormais les services. Il inclurait désormais d'autres éléments comme la culture, la société, l'environnement, le travail, la main-d'œuvre. Bref, l'approche réductionniste du commerce des biens s'est étendue pour devenir plus holistique. Et ces ententes commerciales, bref, transformer les relations entre les citoyens et leur gouvernement et entre les entreprises et leur gouvernement. Il fut un temps où il y avait trop de barrières tarifaires, où on était trop protectionniste, mais cette époque est révolue. Et maintenant, comme je le disais, c'est le retour de la pendule, à tel point que la libéralisation du commerce va bien plus loin que le simple échange de biens. À cette époque de la mondialisation, où de plus en plus d'entreprises ont un rôle à jouer. Alors, comme je le disais, nous avons remplacé le modèle du GATT par le modèle de l'ALENA. En effet, l'ALENA est le point de départ de toutes les ententes depuis. Et l'un des problèmes avec l'ALENA, c'est les dispositions sur les États investisseurs qui permettent aux entreprises sises dans un pays visé par l'entente, donc un pays au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Donc, les entreprises peuvent
poursuivre le gouvernement qui, s'il adopte des lois qui les préjudicient l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les dispositions du chapitre 11. Donc, désormais, une entreprise mexicaine ou américaine pourrait poursuivre le Canada. Mais en plus, le chapitre 11 permet à toute entreprise. Ah, et j'aurais dû dire également qu'une entreprise canadienne ne peut pas poursuivre le gouvernement canadien. Donc, les entreprises étrangères ont un traitement plus favorable que les entreprises canadiennes. Bref, ce qui veut dire que cette Chambre pourrait adopter une loi qui est intouchable pour les entreprises canadiennes, mais pas pour les entreprises étrangères. Donc, une entreprise américaine ou mexicaine pourrait nous poursuivre. Et non seulement peuvent-elles poursuivre le fédéral, mais peuvent également poursuivre les provinces et les municipalités. Et nous en avons vu des exemples. Des entreprises ont poursuivi le gouvernement et obligé celui-ci à abroger des lois. Par exemple, une entreprise de Richmond en Virginie qui a poursuivi le gouvernement parce que le gouvernement, donc notre Chambre, avait décidé de réduire la teneur de manganèse dans le pétrole. Pourquoi? Parce que c'était un produit toxique. Et donc, de plus, les fabricants d'automobiles avaient dit que le manganèse abîmait les convertisseurs catalytiques. Le fait qu'on le fait que l'on n'ait pas tenté de privilégier un secteur canadien est suffisant, selon l'avocat de l'entreprise, que ça importait peu. On pourrait même si vous aviez ajouté du plutonium liquide aux céréales pour enfants, si vous interdisiez le plutonium et que cela entraînait une perte de profit, l'entreprise pourrait actionner le gouvernement. Tout cela pour dire que les accords de libre-échange vont maintenant trop loin. Il ne s'agit plus maintenant d'accès à des biens ou à des services. Il s'agit de modifier de façon fondamentale la relation du gouvernement avec ses citoyens, avec ceux qui l'ont élu. Une société étrangère ne devrait pas avoir de recours privilégié contre un gouvernement, et ça s'est présenté trop souvent. Ainsi, le premier ministre a choisi de faire fi d'une plainte d'une entreprise, Abitibi-Bowater, qui détenait un bail de 99 ans à prix réduit sur un terrain boisé. Et quand la province de Terre-Neuve-et-Labrador, qui était propriétaire du terrain, a interdit à Abitibi-Bowater de vendre les ressources, l'eau et les forêts, quand elle a fermé son usine, Abitibi-Bowater a poursuivi le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le premier ministre a préféré critiquer Terre-Neuve-et-Labrador et indemniser Abitibi-Bowater. Ce genre de choses se retrouve maintenant un peu partout dans ces accords bilatéraux. Le premier ministre, à son retour de Chine, s'est dit ravi d'avoir une proposition d'accord de libre-échange qui inclurait ces dispositions qui permettent aux gouvernements étrangers de nous poursuivre. En l'occurrence, il s'agit d'un accord de libre-échange avec la Jordanie. On a de nombreuses bonnes raisons de vouloir resserrer nos liens commerciaux avec la Jordanie. La Jordanie a la réputation d'être un des États arabes les plus stables, les moins xénophobes, les plus ouverts à
l'existence de l'État d'Israël. Bon, c'est une monarchie, mais le roi Hussein de Jordanie a toujours, le roi Hussein de Jordanie a toujours été vu comme un dirigeant très sage. Sa sagesse m'a toujours impressionné et sa femme, la reine Noor, a beaucoup défendu l'environnement et j'ai eu l'honneur de siéger à une commission coprésidée par Mikhail Gorbatchev et Maurice Strong, au sein de laquelle j'ai pu apprendre à connaître la princesse Basma, la sœur du roi Hussein. J'ai donc une bonne idée de la place de la Jordanie dans le monde. Mais quand on pense aux répercussions de cet accord de libre-échange avec la Jordanie, on se dit qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas aller trop vite, il faut d'abord obtenir des réponses à certaines questions cruciales. Par exemple, l'accord de libre-échange Canada-Jordanie pourrait avoir pour conséquence une augmentation de la traite des personnes. Et il pourrait y avoir de plus en plus de travailleurs étrangers qui se retrouveraient dans les usines jordaniennes et cela pourrait miner les droits des travailleurs en Jordanie. Alors, dans de telles négociations, il faut prendre certaines mesures, ce qui ne semble pas avoir été le cas ici. Premièrement, il faut se demander comment resserrer ces liens avec la Jordanie. Il y a quelques jours, hier, nous parlions du Panama. Alors, comment resserrer ces liens avec un pays? Le Canada a pu établir de bonnes relations avec les pays étrangers grâce à nos diplomates, grâce au personnel du service extérieur, des Canadiens qui connaissaient bien ces pays avec lesquels nous voulions resserrer nos liens. Mais ces dernières années, cette capacité a beaucoup souffert. Des ambassades, des consulats ont fermé leurs portes. Or, quand on entretient des liens avec un pays, que ce soit le Panama, la Jordanie ou la Chine, que la relation se fonde sur plus d'un pilier. Il y a bien sûr le pilier diplomatique, il y a aussi les échanges culturels, sociaux, et le gouvernement, lui, a fermé ou a supprimé les programmes permettant aux artistes de présenter des spectacles à l'étranger. Il faut aussi des relations qui se fondent sur, non pas le modèle de l'ALENA, mais plutôt le modèle de l'Union européenne, qui veut que tous les pays membres de l'Union européenne qui entreprennent d'adhérer à l'Union européenne doivent respecter des normes en matière de protection de l'environnement et du travail qui sont égales aux normes les plus rigoureuses de l'Union européenne. L'ALENA, lui, ne comporte aucune mesure de ce genre. Tout ce que nous avons dans l'ALENA, c'est qu'il est inacceptable qu'un des pays abaisse ses normes environnementales pour des fins commerciales. Alors, il y a quand même toute une différence entre cela et l'approche tout à fait différente de l'Union européenne qui dit qu'on doit relever ces normes jusqu'à ce qu'elles atteignent les normes environnementales les plus rigoureuses de l'Union, en l'occurrence celles de l'Allemagne. Certains des pays européens ont reçu du financement pour justement atteindre cet objectif. Donc, quand les échanges commerciaux servent à faire avancer d'autres dossiers, on ne conclut pas des accords comme celui de l'ALENA. Si les relations sont purement commerciales, elles doivent inclure des normes extrêmement rigoureuses. On devrait même envisager un code de conduite dans la loi, tout comme on le fait pour la protection des droits de la propriété intellectuelle. Tous les pays doivent
adopter une loi pour protéger la propriété intellectuelle et permettre aussi des saisies de la part de pays étrangers quand il y a violation de ces droits de propriété intellectuelle. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, interdire les biens qui ont été produits par des enfants dans des usines? Est-ce qu'on pourrait interdire les biens qui ont été produits par des procédés qui ont entraîné la pollution de l'eau? Ces procédés, après tout, proviennent de la propriété intellectuelle. Pourquoi est-ce que c'est une plus grande infraction que de voler la propriété intellectuelle, que de détruire les forêts, que d'exploiter des enfants ou que d'accroître les émissions de gaz à effet de serre? De façon globale, on pourrait faire beaucoup de bien. On pourrait se servir des mesures qui nous servent à protéger la propriété intellectuelle pour protéger les enfants, l'environnement, les écosystèmes, les travailleurs. Tout cela pourrait se faire, mais cela n'est pas le cas dans cet accord-ci. On pourrait agir pour s'assurer qu'une société américaine, chinoise, canadienne ou autre participe au GATT. On pourrait alors exiger que toutes les sociétés dans une zone de libre-échange doivent adhérer à certaines normes et ainsi aucune société ne serait désavantagée parce qu'il y aurait des chances égales pour tous. Et le GATT, l'Organisation mondiale du commerce, ces autres accords progressifs nous serviraient de modèle. Ce n'est pas le cas pour la Jordanie. Nous avons un accord de libre-échange selon le vieux modèle qui dit quelques belles paroles sur la protection de l'environnement. Bon, on fait mention de la volonté de travailler de concert en matière d'environnement, mais les normes du travail en Jordanie ne sont pas celles du Canada. Il y a des risques d'augmentation de la traite des personnes et la relation que nous avons avec d'autres pays est biaisée car il semble que rien ne compte sauf les échanges commerciaux. Alors, Monsieur le Président, manifestement, il y a un thème à mon discours. Nous ne sommes pas contre les échanges commerciaux ni contre les accords de libre-échange, mais nos relations doivent être équilibrées et doivent se fonder sur le multilatéralisme, sur l'internationalisme et reconnaissent que ce sont les citoyens d'un pays qui doivent prendre la décision, que les sociétés n'ont pas plus de droits que les citoyens. Il faut que la diplomatie, les échanges, le commerce équitable priment et que les accords de libre-échange ne servent pas à désavantager la population de divers pays. Plus tard, on traitera de l'accord avec l'Union européenne et il est vraiment ironique que cela ne nous a pas servi de modèle. Au contraire, on s'est plutôt fondé sur l'ALENA. Donc, je ne m'oppose pas à ce que ce projet de loi soit renvoyé au comité, mais il faudrait améliorer ce projet de loi. Les relations avec la Jordanie sont importantes, mais elles doivent être beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes et beaucoup plus nuancées que celles qu'on décrit ici et qui se fondent uniquement sur les échanges commerciaux. Nous devons donc examiner attentivement cet accord de libre-échange pour protéger les droits des travailleurs et l'environnement. Merci, Monsieur le Président.